Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Louis Alter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro, bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir David Amiel. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio en direct, député EPR de Paris, membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. On va bien sûr dans quelques instants parler de la taxe Zuckman avec quelques sondages qui plébiscitent d'ailleurs, c'est assez étonnant, les Français qui sont pour s'attaquer aux ultra-riches qui doivent payer de leur poche, alors qu'ils portent quand même d'une certaine manière la croissance de la France qui crée de l'emploi. Moi, ça me fascine à chaque fois. Mais enfin, on va en parler. D'abord, cette colère des Français demain, comment est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous la comprenez? Qu'il y ait de la colère sociale dans le pays, qu'elles expriment des attentes fortes en matière de pouvoir d'achat, en matière de conditions de travail, en matière de services publics. Je pense évidemment aux questions de santé, de l'école. C'est une évidence. Ça veut dire que vous avez échoué? On le verra demain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Ça veut dire que vous avez échoué. Mais on n'a pas tout réussi. C'est une évidence. D'ailleurs, personne ne penserait avoir tout réussi en quelques années. Donc, bien sûr qu'il y a des attentes. C'est un acte de contrition que vous allez nous réciter? Non, c'est pas un acte c'est un acte de lucidité. Évidemment qu'il y a des attentes sociales immenses dans ce pays. Et d'ailleurs, on en parlera à l'instant. Moi, je suis très frappé que dans le débat actuel, le fiscal écrase le social. Bon. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'impôts, de taxes. On ne parle pas assez, je crois, de ce qui est au cœur des attentes de beaucoup de nos compatriotes. Parce qu'on a peur des impôts, on a peur des taxes, on est le pays, le champion des prélèvements en Europe, et tout d'un coup on nous dit il y aura peut-être encore un peu plus. Vous allez dans mon sens, et donc a fortiori, je pense que les attentes des Français se portent d'abord sur l'investissement dans les services publics, sur la revalorisation des salaires, sur les créations d'emplois. Je pense que ça doit revenir au cœur du débat politique. Louis Alter. La journée de demain, elle souligne quand même qu'il y a une inquiétude des travailleurs. Vous avez raison de parler du social. Alors sous réserve que l'extrême gauche ne vienne pas saccager les manifestations, il me semble que les inquiétudes sociales qu'ils manifestent, elles portent d'abord sur la question du travail qui ne paye plus, qui ne rémunère plus, et les travailleurs sur lesquels risquent encore de peser les efforts. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage entre une classe politique qui parle effectivement de fiscalité, de taxe Zuckman, de comment taxer les riches, de trou de souris, et un monde du travail, des travailleurs qui se disent mais en fait la première chose à faire et le sujet sur lequel il faudrait se concentrer, c'est pas seulement les questions budgétaires et fiscales, c'est les questions de dire mais ceux qui travaillent, sur lesquels on fait toujours plus peser d'efforts, qui parle à ces gens-là dans la classe politique? Je parle de votre camp comme des autres d'ailleurs. Vous avez raison, je pense que c'est exactement la question centrale et ça fait partie d'ailleurs du décalage qui est en train de se créer entre la classe politique et l'opinion publique, en tout cas une immense majorité des Français. Je pense que ce sentiment des travailleurs que le travail ne paie plus est une des causes centrales du malaise que l'on observe aujourd'hui. On avait fait des propositions, nous, l'année dernière, pour changer la manière dont on allège les charges pour que ça coûte moins cher d'augmenter les travailleurs, pour pouvoir désmicardiser aussi la société française, parce qu'on a beaucoup trop de travailleurs qui sont au SMIC et qui restent ensuite toute leur vie. Donc de pouvoir leur permettre de progresser, ça me paraît être un élément essentiel. De pouvoir évidemment continuer à réduire les charges qui pèsent sur les travailleurs. C'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas nous revenir sur la réforme des retraites qui obligerait à augmenter les cotisations et donc à réduire les salaires nets qui sont déjà très grevés. C'est aussi une des préoccupations, je crois, majeures pour les ouvriers qui travaillent dans l'industrie, qui sont soumis à une concurrence féroce chinoise en particulier, dont on ne parle pas assez médiatiquement, alors que c'est très bien que dans le secteur automobile, dans le secteur de la chimie, dans le secteur de l'acier et de la métallurgie, on a une déferlante chinoise qui est en train de ravager beaucoup de nos industries. Je pense que ça devrait être au cœur des débats politiques, et y compris des discussions budgétaires. Oui, je ne sais plus quel homme politique a comparé, s'est saisi d'une publicité d'un supermarché qui a l'habitude de vendre des produits très peu chers et qui a comparé une casserole Le Creusot qu'on aime bien ici en France et qui sont quand même d'un certain prix parce que c'est de la qualité, à l'équivalent chinois qui coûtait, je crois, 29,99 et il a dit c'est pas possible, voilà. Donc il faut s'attaquer à cette concurrence qui n'est pas déloyale, mais il faut comparer ce qui est comparable d'une certaine manière. Moi, je suis toujours très frappé. Je trouve que la classe politique française est un peu un canard sans tête. Il y a quelques semaines, on s'indignait tous collectivement de la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis avec les tarifs de Donald Trump. Tout le monde ou presque appelait à faire de la réduction
de la dépendance aux États-Unis, de la défense de notre industrie, un objectif suprême, absolu. Et là, on rentre dans la discussion budgétaire, plus personne n'en parle. Bah non, c'est bien ce que je soulignais dans le décalage entre les sujets exactement, réels en tout cas, nous, et les sujets du microcosme nous, en tout cas, avec le groupe Ensemble pour la République, on continuera à faire de la question de l'industrie et de l'innovation une de nos priorités essentielles dans le budget, parce que derrière ce qui se joue, c'est à la fois les emplois et les salaires des Français et l'indépendance du pays. Adrien Matou de Marianne. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, je vous entends parler, mais je m'en réjouis, d'industrie, de lutte dans la concurrence mondiale, mais vous qui êtes un des penseurs du macronisme, vous avez écrit un livre qui tentait de penser ce qu'était idéologiquement le macronisme. En 2017, Emmanuel Macron, c'était quand même le candidat, je résume à très gros traits, pro-mondialisation. C'était le candidat qui croit en l'Europe, qui croit en la concurrence mondiale, qui veut insérer la France dans la mondialisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, alors que le monde semble se renationaliser, qu'il y a une guerre commerciale, qu'il y a une exigence de réindustrialisation, est-ce que c'est pas une défaite idéologique de fond pour le macronisme, ou en tout cas l'Emmanuel Macron de 2017 ? Je pense surtout que le candidat Emmanuel Macron en 2017 et ensuite le président était lucide sur la mondialisation, précisément parce qu'elle est féroce, on ne peut pas y aller avec des boulets aux pieds. Ce qui a été fait en matière de politique de l'offre, de baisse de l'impôt sur les sociétés, de baisse des charges, qui avait d'ailleurs commencé sous François Hollande à la suite du rapport qui avait été remis par Louis Gallois. C'était le CICE qui avait été un des premiers actes d'allègement de la fiscalité. Emmanuel Macron était déjà à l'Élysée à ce moment-là. Ça a permis non seulement de réduire le chômage, mais ça a permis de stopper la désindustrialisation qui saignait à blanc notre pays depuis de très nombreuses années. Maintenant, il faut évidemment qu'on continue pour pouvoir remonter la pente. Ça fait partie évidemment des priorités aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle il faut commencer par ne pas saboter ce qui a été fait en la matière. David Amiel, il y a les politiques de rupture. Je disais tout à l'heure que Marine Le Pen et Jordan Bardella à la sortie de Matignon étaient plus que circonspects devant les idées ou en tout cas la trajectoire que semble suivre Monsieur Lecornu. Ils attendent une rupture. Est-ce que par exemple dans les ruptures, pas forcément celle attendue d'ailleurs par le RN, est-ce qu'on ne devrait pas s'attaquer à des totems? Et l'un des totems, c'est remettre les Français au travail, c'est-à-dire revoir quand même l'assurance chômage, la façon dont les personnes sont indemnisées. Et de notre côté, peut-être s'attaquer à un totem qui est celui des 35 heures. Et par exemple, Pierre Gattaz, dans son dernier livre, dit que en remettant les Français à 40 heures par semaine, on dégagerait 120 milliards de richesses par an. Et sur les 120 milliards, il y a 60 pour l'État, mais il y a aussi 60 milliards pour le pouvoir d'achat des Français. Vous savez, d'abord, le Rassemblement national s'est opposé à la réforme qu'on avait portée. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas forcément les attentes du Rassemblement national. Oui, donc voilà, je précise, le Rassemblement national s'est opposé quand on a fait en sorte que les bénéficiaires du RSA, par exemple, s'engagent à faire 15 heures d'activité. Ça peut être un emploi, ça peut être une formation pour ceux qui sont trop éloignés de l'emploi. Il a refusé de soutenir cette démarche et le Rassemblement national s'oppose aussi, à la réforme. Mais aussi parce qu'il pense que le RSA, c'est pas une solution. Le Rassemblement national... C'est le système du RSA qui fonctionne pas, qui est dans les aides sociales. Justement, le Rassemblement national ne proposait pas la suppression du RSA, il s'opposait à la réforme du système. Il s'oppose aussi à la réforme de l'assurance chômage. Peut-être revoir tout le système. Je crois surtout que le Rassemblement national mène dans la politique économique une vision qui n'a qu'une seule boussole, qui est la démagogie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils disent tout et son contraire chaque jour sur ces questions-là. Vous avez réussi à placer votre critique sur le Rassemblement national. Non, vous m'interrogez sur le Rassemblement national, j'y réponds. Il est 19h26, c'est pas sur le Rassemblement national. Je voudrais savoir si on peut arriver aux 40 heures, si on peut remettre la France au travail, mais vous allez devoir patienter, parce qu'il est 19h26 et qu'on va marquer une pause et qu'on va avoir le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant d'écouter les réactions politiques du jour, j'interrogeais David Amiel, notre invité qui est en studio avec nous sur ce totem qui est les 35 heures. Est-ce qu'on peut y toucher ou pas ? Moi, je n'y suis pas favorable. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on peut travailler aujourd'hui plus de 35 heures. Quand on travaille plus de 35 heures, on touche des heures supplémentaires. Ouais. Nous avons d'ailleurs rétabli leur défiscalisation et c'est un vrai plus pour le pouvoir d'achat de beaucoup, notamment d'ouvriers, d'employés qui ne sont pas au RTT et qui donc touchent ces heures supplémentaires. Si demain, on fait passer de 35 heures à 39 heures, par exemple, la seule conséquence que ça aura, c'est de supprimer ces heures supplémentaires et donc de faire baisser la rémunération de ces travailleurs-là. Sauf si vous gardez des heures supplémentaires au-delà de 40 ou au-delà de 37. Oui, ceux qui travaillent 39 heures. D'ailleurs, Bayrou avait pensé, avant les jours fériés, il avait dit, je voulais faire 36 heures. Ceux qui travaillent 39 heures aujourd'hui, par exemple, touchent des heures supplémentaires à hauteur de 4 heures, entre 35 et 39. Je ne veux pas faire baisser le salaire des travailleurs. Je crois qu'au contraire, tout ce qu'on fait doit aller dans l'autre sens. Et notre priorité, ça doit surtout être d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent.
Parce que le malheur français aujourd'hui, c'est pas que les gens qui bossent ne bossent pas assez dur. Donc là, on est dans le spectre de l'assurance chômage. Le problème, c'est effectivement qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent. C'est donc la question de la réforme de l'assurance chômage. C'est la question de la réforme de la formation aussi, parce qu'on a aussi trop de jeunes qui ne trouvent pas un emploi parce qu'ils n'ont pas les formations qui sont adaptées aux besoins du marché du travail. Il suffit d'ailleurs de voir les files d'attente devant les BTS, dont on sait qu'ils permettent une insertion rapide sur le marché du travail. On n'a pas assez de place aujourd'hui en BTS pour beaucoup de jeunes, ce qui fait d'ailleurs que les jeunes qui ont fait par exemple un lycée professionnel ne rentrent pas en BTS parce que c'est les jeunes du lycée général qui y vont, et donc je crois que ces réformes-là, elles sont absolument indispensables. Alors, réaction politique ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France sur Europe 1 et sur CNews a dénoncé l'inaction de l'État et il demande des référendums. On a atteint les limites depuis bien longtemps, l'État ne se fait pas respecter. On sait ce qu'il faut faire. C'est ça qui est insupportable. Et c'est pourquoi je demande que ça s'arrête. On sait ce qu'il faut faire. Vous pouvez, j'avais proposé à l'élection présidentielle 5 référendums. Un sur l'école, un sur l'Union européenne, un sur la réforme du code pénal. Par référendum. Aujourd'hui, la France est dans un tel état de compromission politicienne que seul le peuple peut arbitrer. David Amiel, ça c'est d'une incompréhension du quinquennat, du double quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait promis de consulter les Français sur des sujets graves. Il a encore refait lors des derniers vœux présidentiels. On se souvient très bien de cette grande consultation auprès du CESE, puis finalement qui est finie dans un tiroir. Qu'est-ce qui se passe? On veut pas écouter l'opinion? Il y a eu un certain nombre d'élections. Il y a même une dissolution déclenchée par le président de la République. Donc je ne crois pas qu'on puisse lui faire grief de ne pas donner la parole au peuple. Quel rapport avec la dissolution? En revanche, non mais vous disiez, le président ne veut pas écouter le peuple. Il a dissous l'Assemblée nationale, donc convoqué des élections législatives. Si ça, ce n'est pas si vous donner la parole au peuple, je ne sais pas à l'analyse de la dissolution. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour répondre à la question actuelle, le défi majeur, urgent qui est devant nous, c'est d'adopter un budget. C'est ça aujourd'hui la priorité absolue. Un budget ne peut pas être adopté par référendum. D'ailleurs, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut pouvoir se concentrer. On a un problème parlementaire qui est de pouvoir dégager à l'Assemblée nationale une majorité au moins de non-censure pour faire adopter ce budget. C'est ce qu'on avait réussi à faire avec cette Assemblée nationale-là au mois de janvier, dotant ainsi la France d'un budget pour l'année 2025. Un budget d'ailleurs qui a permis de réduire les déficits sans augmenter les impôts des Français. J'avais été le négociateur à l'époque de la commission mixte paritaire sur ce budget 2025. C'est cela qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant. Mais comment vous faites? Emmanuel Macron a exclu le RN du jeu en considérant que de toute façon leur agenda était ailleurs. C'était demande de dissolution, voire demande de démission. Et qui n'était pas dans l'arc républicain. Et qui n'était pas dans l'arc républicain. Donc le partenaire de jeu, c'est le Parti socialiste. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont à Matignon, ils ressortent en disant que entre le début de la réunion et la fin de la réunion, ils sont exactement dans le même état d'esprit. Par ailleurs, ils réclament la taxe Zuckman, l'abandon, en tout cas la suspension de votre réforme des retraites. Bref, la discussion paraît mal engagée et surtout, on ne voit pas sur quelle voie de passage précise vous pourriez former une entente qui, au moins aux yeux des Français, permettrait de se dire pour 2-3 mois, ils vont s'entendre pour permettre au pays d'avoir un budget et ensuite on passera à une autre phase. Mais pour l'instant, on ne voit même pas ça. Est-ce que vous voyez au moins au bout du couloir, dans l'obscurité, une voie de passage? Réponse de David Amiel sur Europe 1. Je pense que c'est possible. Et je pense que c'est possible parce que ça a déjà été fait. Au mois de janvier dernier, on a réussi à trouver cet accord entre le Parti socialiste, le bloc central et la droite républicaine. C'est d'ailleurs la seule fois où ça a fonctionné, puisque le gouvernement de Michel Barnier a été censuré par l'Alliance du Rassemblement National un peu plus grande de la France mois de janvier. Oui, mais regardez ce qui va se passer demain. La situation aussi nous appelle collectivement à la responsabilité. On sait qu'il y aura une élection en 2027, présidentielle, qui permettra de trancher des grands désaccords entre ces forces politiques qu'on ne va pas résoudre maintenant. Je pense qu'on peut avoir la maturité nécessaire collectivement pour pouvoir faire adopter un budget. On avait réussi à le faire à nouveau au mois de janvier en préservant les investissements indispensables dans l'armée, dans la sécurité, dans la justice, en réduisant le déficit sans augmenter les impôts des Français et en faisant droit aussi aux demandes qui avaient été formulées à l'époque par le Parti socialiste sur la transition écologique, sur les investissements en matière de santé, pour enlever certaines économies auxquelles ils étaient hostiles. Donc je crois que le bon sens peut prévaloir, mais vous avez raison, c'est difficile, il y a beaucoup de postures politiques, il y a des arrière-pensées évidemment avec les élections municipales. Oui, c'est la différence. Il y a des gens qui pensent pas comme vous aussi, David Amiel. Il n'y a pas que des arrière-pensées. Vous pouvez pas dire
grand-chose, et là, cette cartouche-là a été usée. Je vais vous poser la question, quelles sont vos lignes rouges? On connaît celle du PS, on connaît celle du RN, on connaît celle de LR. C'est quoi les principes fondamentaux sur lesquels vous ne transigerez pas? Et là, par exemple, vous avez évoqué avec nous l'absence de hausse de la fiscalité. A priori, quand même, on a quand même l'impression qu'on se dirige vers un accord avec, comme le disait Louis Walter, le PS qui est le seul partenaire de jeu. Et eux, clairement, ce sera une hausse de la fiscalité. Alors pour les très très riches, mais tout de même, c'est un aspect fondamental du macronisme sur lequel visiblement vous allez devoir transiger. Mais nous sommes prêts à discuter d'un effort qui serait demandé aux plus riches. Et d'ailleurs, on parlait du budget de l'année 2025. Et là-dessus, vous êtes d'accord avec Madame Le Pen, ou plutôt c'est elle qui est d'accord avec vous. On parlait du budget de l'année 2025. Il y a eu un effort demandé aux plus fortunés dans le budget de l'année 2025. Quand je dis les plus fortunés, c'est les gens qui gagnaient plus de 250 000 euros par an. On a augmenté la fiscalité pour ces personnes-là dans le cadre de l'accord au mois de janvier. Sans doute faudra-t-il, pour ce budget-là, aller plus loin. Donc évidemment qu'il faut pouvoir en discuter avec le Parti socialiste. Nous, notre boussole, c'est de ne pas affecter l'industrie, l'emploi, parce que c'est ça qui évidemment a un effet très direct à la fois sur la puissance de la France et puis surtout sur la vie quotidienne des Français. Bruno Retailleau a mis un dispositif évidemment demain pour pour cette grande journée de manifestation, pour protéger la population, pour protéger les commerçants, pour les gendarmes et les policiers seront à nouveau en première ligne, risquant parfois leur vie, risquant parfois d'être blessés, grièvement blessés. Écoutez ce que dit Mathilde Panot ce matin sur France Info, la chef de file des députés LFI. On peut parler d'Adama Traoré, on peut parler de Souheil El Khalfaoui. Donc c'est un fait pour vous. De Cédric Chouviat, oui, bien sûr, il y a beaucoup de cas. Et d'ailleurs, même la France est championne d'Europe du nombre de tirs qui sont mortels par les policiers. Et donc, je pense qu'il faut s'interroger. Mais je vais vous dire, moi, je vais répondre à cette question. Nous sommes la seule force politique de ce pays qui œuvrons pour que la police soit respectée parce qu'elle respecte les droits des citoyens. Et ce que nous faisons en demandant ainsi que on agisse fort contre les violences policières, c'est justement quelque chose qui est à la fois bon pour les policiers et bon pour les citoyens. La police tue, le slogan de LFI n'a pas bougé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que c'est indigne. Et moi, je suis toujours très frappé que des personnes qui se prétendent de gauche s'en prennent à ce point à des personnes qui portent l'uniforme de la République, qui ne sont pas payées très cher, qui sont souvent d'ailleurs des enfants du peuple. C'est un problème d'ailleurs. Qui vont défendre l'intérêt général au péril de leur vie, puisqu'ils sont confrontés de plus en plus souvent à des violences extrêmes, des jets de cocktails Molotov qui peuvent blesser, amputer, parfois tuer. Et je pense au contraire que la nation doit faire bloc devant ces violences et évidemment en défendant ces fonctionnaires de police. Est-ce que il est grave de ne pas avoir de gouvernement? Parce que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Il a expliqué qu'il voulait d'abord négocier avec les forces politiques avant de commencer à constituer un gouvernement. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que là, dans les jours qui viennent, vous devez signer un accord, voire peut-être même l'écrire pour dire ce que vous allez faire avant de le nommer? Ou c'est un peu compliqué à faire vu l'état de tension à l'Assemblée nationale et il faudra quand même faire un gouvernement qui n'aura d'ailleurs peut-être pas beaucoup de différence avec le gouvernement sortant et actuellement démissionnaire, dont l'une des vedettes est Bruno Retailleau que vous venez de mentionner. Écoutez, moi je crois que Sébastien Lecornu, dans la méthode qu'il a adoptée, fait plutôt preuve de beaucoup de bon sens. Le bon sens d'abord de discuter du fond avant de parler du casting. C'est les consultations qui ont lieu ces jours-ci. Le bon sens aussi d'avoir par exemple renoncé à la suppression des jours fériés qui était incompréhensible pour tous les travailleurs qui travaillent durement. Nous y étions d'ailleurs également opposés. Et puis, le bon sens de renoncer à l'hypercommunication, d'adopter ce style de sobriété, de sérieux qui, je pense, est utile dans la période. Bien sûr qu'il y aura à un moment un gouvernement, il en faut un pour pouvoir prendre des décisions, mais je pense qu'il procède là dans le bon ordre. Merci beaucoup David Amiel d'avoir été avec nous, député EPR de Paris. Ondelat raconte, c'est le podcast le plus écouté de France. Christophe Ondelat raconte les affaires criminelles qui ont marqué les Français. Découvrez un nouvel épisode chaque jour dès 6h en podcast et rien qu'en podcast. Aujourd'hui, l'affaire James Bulger, 1993 à Liverpool en Angleterre. Un petit garçon de 3 ans, James Bulger, échappe à la surveillance de sa mère. Les caméras vidéo le montrent en compagnie de 2 jeunes garçons de 10 ans. Le surlendemain, le corps sans vie du petit garçon est retrouvé à 5 km de là sur une voie ferrée. L'affaire qui avait défrayé la chronique dans les années 90 en Angleterre. On la raconte, le podcast Europe 1. Et nous, on se retrouve dans un instant pour passer en revue l'actualité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h.